À l'entame de cette édition, une audience à l'agenda présidentiel. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, s'est en effet entretenu avec la ministre belge de la coopération au développement, Madame Myriam Kittir. Plusieurs sujets liés à la coopération entre les deux États étaient au cœur des échanges. Jocelyne Amoussou, Ousmane Saniakou. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a échangé avec la ministre belge de la coopération au développement de plusieurs sujets. Éducation, santé, sécurité alimentaire, entre autres. Des sujets chers au chef de l'État auxquels la Belgique se montre favorable. J'ai eu un échange très constructif avec le président. Je visite le Niger parce qu'on a une belle coopération, plus de 50 ans, et on a travaillé ensemble sur le sujet de l'éducation, qui est très important aussi pour notre président. On a travaillé beaucoup sur le sujet de santé et de sécurité alimentaire. Et la Belgique a à prendre un nouvel programme sur plus pour investir dans le défi des changements climatique, parce que nous savons que le changement climatique a un grand impact, surtout sur la sécurité alimentaire, en plus pour les enfants. Et c'est pour ça que la Belgique a soutenu dans un nouvel programme du climat. Un appui qui dynamise davantage la coopération entre le Niger et la Belgique et donnera un gros coup de pouce à l'économie du Niger. Audience également à la représentation nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, a reçu en audience ce matin la directrice pays de l'USAID et l'ambassadeur de la République islamique de la Mauritanie. La coopération bilatérale était au centre de ces entretiens. Jamila Amadou, Yazirabi. La première audience, le président du Parlement nigérien l'a accordée à Madame Maria Elena Baron, nouvelle directrice d'Agence américaine pour le développement international USAID, accompagnée par Madame Suzanne Ngarnim. Il s'est agi au cours de cette visite d'apporter de nouvelles perspectives pouvant appuyer le Niger à mieux se développer. C'est une occasion de continuer notre coopération, notre partenariat avec le gouvernement du Niger. Comme la directrice de l'USAID, j'ai beaucoup d'espoir de comment nous pouvons continuer ensemble. Je suis fière de notre partenariat. La deuxième audience a été accordée à l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie au Niger, M. Sidati Ould Cheid. Il s'est penché sur la situation de la sécurité au Sahel, notamment les crises sécuritaires que connaissent les populations en ces dernières décennies. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale est très préoccupé par le G5 Sahel. C'est un avocat infatigable de cet espace. Et comme vous le savez, il y aura une table ronde le 15 octobre des bailleurs de fonds du G5 Sahel, à laquelle tous les pays membres du G5 Sahel sont conviés. Il m'a demandé mon entremise pour que la Mauritanie soit représentée à cet important rendez-vous. Je lui ai promis que je ferai de mon mieux et que je m'investirai pour que la Mauritanie sera représentée au plus haut niveau. Les questions de sécurité en Afrique subsaharienne sont des préoccupations pour les autorités nigériennes auxquelles elles tentent de trouver des solutions. Le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mamadou, a aussi reçu en audience cet après-midi le chargé d'affaires de l'ambassade de la République d'Iran au Niger. Le résumé de cette audience avec Mamoudou Idrissa Maïga, Zakaria Moussa. Je suis venu en effet rendre une visite de courtoisie au Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, et lui transmettre par la même occasion le message de salutation des autorités de la République islamique d'Iran au gouvernement du Niger et au peuple nigérien. J'ai profité de cette occasion pour faire le tour d'horizon de la coopération entre les deux pays. Et ensuite, je l'ai fait part de notre disponibilité
pour renforcer la coopération entre les deux pays sur les différents domaines, à savoir l'enseignement professionnel, les infrastructures, l'énergie, le commerce, l'industrie, l'artisanat et la pétrochimie. Ensuite, je l'ai dit, il y a beaucoup de sociétés iraniennes qui ont manifesté leur désir de venir investir au Niger. Nous avons également échangé sur la régionalisation de la coopération entre les deux pays pour pouvoir développer les secteurs qui sont importants pour nos deux pays. لذا ما همه موارد رو خدمت جناب آقای نخست وزیر گزارش دادیم. Le diplomate iranien a fait part également de la disponibilité du Premier ministre chef du gouvernement de la République islamique d'Iran d'effectuer une visite d'amitié dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Une séance de travail a regroupé cet après-midi le responsable de l'Agence de modernisation des villes du Niger et les ministres en charge de l'équipement et de l'urbanisme. Objectif, faire l'état de lieu des infrastructures réalisées et celles en cours dans le cadre des fêtes tournantes du 18 décembre. Le résumé avec Laoli Moutari, Maïnassara, Hassan Namoussa. Depuis sa nomination à la tête de l'Agence de modernisation des villes du Niger, AMVN, Mokhtar Mahmoud a effectué plusieurs activités, parmi lesquelles des missions terrain au niveau de toutes les régions du pays, ayant bénéficié des réalisations à l'occasion des fêtes tournantes du 18 décembre. Il est donc venu faire le point de toutes les missions au ministre de l'Équipement et celui en charge de l'urbanisme. Aujourd'hui, il a été question de leur présenter le travail qui a été fait afin que nous puissions prendre en compte leurs observations. À l'occasion de ces visites de terrain, nous avons défini des perspectives. Des perspectives d'abord, dans un premier temps, comment finir les travaux non terminés, comment rénover certaines réalisations et définir des perspectives. Le directeur général de l'AMVN se dit par ailleurs très réjoui des avancées constatées sur le terrain avant de rendre hommage au gouvernement pour les multiples réalisations. Il faut rendre hommage au gouvernement du Niger. En l'occurrence, le programme de Renaissance Acte 2 qui a été conduit par l'ancien chef d'État Issoufou Mamadou, qui a permis aujourd'hui de doter toutes nos villes d'équipements et d'infrastructures structurants. Le gouvernement actuel, le chef de l'État à la tête du pays, son Excellence Bazoum Mohamed, a une attention particulière de consolider ces réalisations, de les pérenniser et de poursuivre cette dynamique de développement de villes. Mokhtar Mahmoudou reste optimiste et déterminé quant à l'accomplissement de toutes les missions confiées à lui par les autorités. Autrement dit, développer, moderniser et rendre plus attrayantes les villes du Niger, choses qui sont inscrites parmi les objectifs poursuivis par son agence. Et l'objectif de l'agence de modernisation des villes, c'est de créer un meilleur cadre de collaboration, d'échange entre les différents acteurs, créer les conditions pour que ces acteurs se parlent et que l'agence soit une structure qui accompagne, qui appuie, qui aide à la décision et qui appuie techniquement parce qu'on est une agence spécialisée à la ville. Les défis à relever restent cependant très importants, mais l'implication du gouvernement au plus haut sommet et l'abnégation des responsables de l'AMVN réconfortent à plus d'un titre les populations nigériennes. Lancement ce matin à Niamey par la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant du prix JAR du G5 Sahel pour la promotion du genre dans les domaines de la sécurité et de la justice. Fruit d'une collaboration entre les États membres du G5 Sahel et plusieurs agences des Nations Unies, ce prix vise à valoriser les institutions, les hommes et femmes champions du genre dans les métiers de la défense, de la sécurité et de la justice. Maria Madakou, c'est le Manuali.
C'est en effet pour mieux faire participer les femmes dans le cadre de la recherche de solutions aux problèmes sécuritaires que vit la région du Sahel que ce prix JAR G5 Sahel a été institué par le secrétariat exécutif du G5 Sahel en collaboration avec ses partenaires tels l'ONUDC et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. S'inscrivant dans la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, ce prix se veut un outil pour s'attaquer aux problèmes structurels qui rendent la région du Sahel vulnérable au conflit. Le prix genre du G5 Sahel constitue aussi une avancée certaine en direction des objectifs de développement durable, à savoir l'ODD 5 et l'ODD 16. Mesdames et messieurs, ce prix annuel nous rappellera chaque année à quel point l'intégration d'une perspective genre est essentielle dans nos réponses politiques et judiciaires aux défis actuels que connaît le Sahel. Il incitera chacun et chacune de vos agents de défense, de sécurité et de justice à constamment proposer des meilleurs services étatiques et de meilleures réponses aux préoccupations de protection et d'accès à la justice de nos populations en prenant en compte la dimension genre. Nous sommes convaincus, Madame la Ministre, il n'y aura jamais de sécurité, de justice de paix durable dans le Sahel sans une réelle intégration, inclusion et participation des femmes. C'est pourquoi j'exhorte tous nos partenaires à s'intéresser à cette activité afin de mettre en lumière nos efforts communs et partant de contribuer à la promotion de l'égalité des genres et à la réalisation de l'autonomisation des femmes et des filles dans la région du Sahel. Avec comme objectif majeur de récompenser les initiatives individuelles et collectives qui encouragent la participation des femmes, l'équilibre du genre, ainsi que l'épanouissement de tous au travail dans les secteurs de la défense, de la sécurité et de la justice. Ce prix est bien apprécié par le gouvernement nigérien qui voit à l'initiative un complément aux actions nationales engagées dans le sens. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui entre donc dans le cadre de la poursuite des efforts déjà engagés par le Niger. Il s'agit du lancement national du prix genre de G5 qui vise à renforcer la présence des femmes dans les structures de défense, de sécurité, de justice des pays du G5 Sahel. Sur la base des critères établis, les candidatures de tous les pays seront transmises uniquement en ligne avec un email unique au G5 Sahel. J'exhorte donc les potentielles candidates et candidats à bien vouloir soumettre leur candidature conformément au chronogramme établi. Notez que pour ce qui est du concours, ce sont toutes personnes ou institutions ayant déjà fait ses preuves dans le cadre de la prise en compte du genre dans les secteurs de la sécurité, de la défense et de la justice qui peuvent postuler. Activité des membres du gouvernement toujours. Le ministre de l'Élevage a procédé hier à l'inauguration de la nouvelle laiterie de Gaïa. Cette unité industrielle a une capacité estimée à 2500 litres jour. C'était en présence de la ministre belge de la coopération, du développement et de la politique des grandes villes, Issa Saleh Habibou Garba. Mot de bienvenue du maire de la commune urbaine de Gaïa, M. Brema Moukela, à la présidente directrice générale de la société Niger-Lait, concessionnaire de la laiterie de Gaïa. La laiterie de Gaïa a une capacité estimée à 2500 litres par jour, ce qui permet d'apporter une solution nutritionnelle avec des produits de qualité à la population de la région. Par le biais de cette laiterie, la valorisation de la production des éleveurs locaux et le fonctionnement des centres de collecte de Nadewa et de Tanda doivent devenir effectifs. Nous avons la ferme conviction que cette capacité peut être augmentée si nous l'incluons comme acteur dans la stratégie de développement de la filière laitière. La ministre belge de la coopération au développement et de la politique des grandes villes a dans son intervention situé les objectifs visés à travers cette usine de Gaïa. La promotion du lait local est devenu un des axes de la contribution de la Belgique au Niger. Ensemble, nous avons construit 4 centres de collecte de lait, 3 mini-laiteries et 1 literie à Gaïa. De plus, la valorisation de la production des éleveurs locaux et la fonction efficace des centres de collecte
et de la laiterie au monde des revenus pour la population locale et créant des emplois. Il s'agit d'environ 500 producteurs et entrepreneurs qui sont associés au dispositif de la laiterie. Le ministre de l'Élevage, porte-parole du gouvernement, a dans son adresse souligné l'importance de la coopération nigéro-belge. La cérémonie qui nous réunit ici me donne l'occasion de vous rappeler que le Royaume de Belgique a toujours été à nos côtés depuis plus de 50 ans à travers une coopération au développement dynamique, multiforme et constante, déclinée par des programmes indicatifs de coopération quinquennaux totalement alignés aux priorités des gouvernements qui se sont succédés depuis. Particulièrement dans le domaine de l'élevage, le Royaume de Belgique accompagne notre pays de manière progressive en passant de l'amélioration des races animales, de l'aménagement pastoral et de la sécurisation des systèmes pastoraux, du développement des chaînes de valeur d'élevage, aujourd'hui au renforcement de l'entrepreneuriat dans le domaine de l'élevage, tout en s'attaquant aux défis institutionnels, aux défis des changements climatiques et aux défis du renforcement des capacités des acteurs du secteur privé. Une visite du centre de collecte de lait de Naudao, suivie de la visite des locaux de la laiterie, le dévoilement de la plaque indicative de l'usine, plus une photo de famille ont sanctionné la fin de la cérémonie. Notre invité ce soir est Dr Issoufou Adamou, le secrétaire exécutif de l'Agence de régulation des marchés publics. Bonsoir, monsieur le secrétaire exécutif. Bonsoir, vous êtes avec nous dans le cadre de la commémoration demain du 20e anniversaire de l'ARMP. Alors, on parle de régulation des marchés publics. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette expression? Merci beaucoup, M. Ouattara. Donc, avant de répondre à cette question, permettez-moi de réitérer mes remerciements et toute ma reconnaissance à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui ont bien voulu me confier cette mission. Je profite de l'occasion pour rendre un hommage très appuyé à mes prédécesseurs à la tête du secrétariat exécutif de l'Agence de régulation des marchés publics, à tous les présidents du Conseil national de régulation, aux différents conseillers, aux différents cadres et agents d'exécution de l'agence, qu'ils soient en activité ou à la retraite. Je ne saurais oublier les conseillers, les cadres qui se sont succédés, tant à la primature qu'au niveau du ministère des Finances, car ils ont joué un rôle déterminant dans la gestation de cette institution. Maintenant que les fondamentaux sont bien ancrés et que le système national de régulation est également bien installé, il nous faut nous appuyer sur les résultats obtenus collectivement avec tous nos partenaires pour engager les grands challenges du futur. Et ces challenges consistent entre autres à améliorer les méthodes de passation des marchés publics. Donc il nous faut améliorer les méthodes de passation des marchés publics, à consolider les règles d'éthique et de transparence pour un respect strict des dispositions du Code des marchés publics. En ce qui concerne, n'est-ce pas, la question que vous m'avez posée, lorsqu'on parle de la régulation de façon générale, qui renvoie au verbe réguler, c'est-à-dire lubrifier, il faut comprendre par là l'ensemble des mécanismes juridiques et institutionnels qui permettent de garantir le bon fonctionnement d'un marché ou d'un secteur ouvert à la concurrence. C'est tout simplement le passage de ce qu'on appelle le droit abstrait à un droit concret, où l'application de la règle des droits s'est fait au cas par cas en fonction du contexte et des intérêts en présence. En somme, donc, la régulation, si vous voulez, c'est la recherche permanente de l'équilibre entre les intérêts et les acteurs en présence. C'est pourquoi quand vous prenez un marché public que l'on définit comme l'ensemble, disons un contrat conclu à titre onéreux entre l'administration publique et un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services en vue de satisfaire les besoins d'intérêt général, vous avez ici trois acteurs avec des préoccupations et des intérêts différents. Nous avons d'abord l'administration publique qui passe les marchés pour satisfaire ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, ou bien pour mettre en œuvre certaines politiques économiques et sociales. Vous avez les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services qu'on appelle
le secteur privé qui participe à la compétition dans l'espoir légitime de faire des affaires avec l'administration. En toute transparence. Oui, pour faire des affaires avec l'administration, parce que dans tous les cas, c'est ce secteur privé qui crée la richesse et c'est ce secteur privé qui crée l'emploi en réalité dans un pays moderne. Vous avez enfin la population en sa double qualité de contribuable et des usagers des services publics qui tient à ce que les ressources publiques soient régulièrement utilisées et que les prestations soient des prestations de qualité. Ainsi donc, dans le domaine du marché public, lorsqu'on parle de régulation, eh bien c'est la recherche, n'est-ce pas, ou bien la mise en œuvre de l'ensemble des mécanismes qui visent à créer, à entretenir et à maintenir l'équilibre entre la partie administrative, la partie privée et la partie, si vous voulez, populaire. Donc, c'est ce qui fait en réalité, ce qui constitue tout le dilemme du régulateur. La recherche de cet équilibre entre, n'est-ce pas, ces trois acteurs qui ont des préoccupations, je l'avais dit, totalement différentes. Donc, cette recherche de l'équilibre, c'est ça en fait qui constitue la régulation. Il nous faut, en tant que régulateur, rassurer le pouvoir public qui doit passer les marchés, parfois dans des conditions difficiles, et il nous faut également préserver la confiance des secteurs régulés. C'est pourquoi, dans la conception de l'organe chargé, n'est-ce pas, d'assurer cette régulation, eh bien, une formule a été trouvée pour faire de telle sorte que les représentants de ces trois acteurs soient présents. Nous avons des représentants de l'administration, les représentants de la société civile et les représentants du secteur privé, et chacun essaye de défendre les intérêts de son groupe. C'est pourquoi donc dans la formulation, tout comme dans l'application des règles, il faut absolument tenir compte, n'est-ce pas, de ces intérêts, et c'est ça en réalité la régulation. Maintenant, monsieur le secrétaire exécutif, 20 ans donc après sa création, quels sont les principaux acquis qu'on peut relever? Alors, en termes d'acquis, j'ai envie de retenir trois. Le premier acquis, c'est que l'État du Niger, grâce à l'ARMP, a réussi à transposer tous les textes communautaires. Vous savez, quand on est parti à une organisation internationale, de façon générale, et à une organisation d'intégration en particulier, il y a un certain nombre d'engagements. Et parmi justement ces engagements, il y a l'obligation qui est faite aux États de transposer tous les textes adoptés. Et l'État du Niger l'a fait grâce à l'ARMP, et c'est ce qui les met à l'abri de ce qu'on appelle le recours en manquement. Et je peux vous assurer que l'État du Niger est salué à l'occasion de toutes les rencontres de l'Observatoire régional des marchés publics, parce que c'est cet observatoire qui évalue les efforts des États en matière de transposition des textes communautaires. L'autre acquis, c'est que malgré quelques incompréhensions, il est facile de constater que l'ARMP est accepté dans ses attributions, dans ses pouvoirs, malgré sa composition. Vous avez une structure qui est composée des représentants de l'administration, des représentants de la société civile et des représentants du secteur privé à qui l'État permet de lui proposer des textes, des lois, des décrets, des arrêtés. Et à cette même structure, on permet de remettre en cause l'attribution des marchés, de faire des enquêtes, d'organiser des audits et de publier les résultats en toute responsabilité. Et dans l'exercice de ces attributions, je peux vous assurer que l'ARMP ne reçoit aucune instruction, aucune forme d'ingérence, ni de la présidente de la République, ni du cabinet du Premier ministre, malgré les liens de rattachement qu'il y a entre, n'est-ce pas, les deux institutions. Le dernier acquis, le troisième acquis que j'ai envie de retenir, c'est que nous avons la garantie en réalité de notre autonomie financière et de notre autonomie de gestion. Aujourd'hui, l'ARMP ne reçoit aucune subvention de l'État. Donc, elle exerce ses activités, elle finance son fonctionnement, ses investissements et ses autres activités grâce à ce qu'on appelle la redevance de régulation. En toute indépendance. En toute indépendance, grâce à la redevance de régulation. Et c'est une ressource, en tout cas, qui constitue un mécanisme de financement innovant sur la base duquel l'ORMP, encore une fois, évalue la qualité des systèmes nationaux de régulation des marchés. Avez-vous identifié les défis à relever pour donc renforcer l'efficacité et la crédibilité du système de gestion des marchés ici au Niger? Alors, les défis, il y en a beaucoup, mais je peux rapidement retenir 3 ou 4. Oui. Le premier défi pour l'ARMP, c'est vraiment de faire accepter
l'importance stratégique des marchés publics dans le développement économique et social de notre pays, tout comme dans l'amélioration des indicateurs, des mesures de la bonne gouvernance. Il faut que nous parvenions à comprendre que le marché public, c'est vraiment un levier, c'est une sorte d'instrument qu'on peut utiliser pour mettre en œuvre, n'est-ce pas, certaines politiques économiques et certaines politiques sociales. On peut booster l'économie à travers le marché public, on peut aider certaines franges de la société, les jeunes, les femmes, à travers, n'est-ce pas, le marché public. Bref, on peut vraiment développer ce qu'on appelle le contenu local. Il y a également l'autre défi, toujours au niveau de l'importance stratégique des marchés publics, c'est la prise en compte de ce que l'État dépense dans les marchés publics. Quand vous prenez la structure des budgets publics, vous avez essentiellement les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Vous prenez les dépenses de fonctionnement, pratiquement en dehors des salaires et accessoires, tout le reste, c'est dans les fournitures, c'est dans les services. Vous prenez les dépenses d'investissement, pratiquement tout est dans les travaux. Donc au regard de ces ressources importantes, n'est-ce pas, qui sont injectées dans les marchés publics, j'ai l'habitude de dire, on peut appauvrir un État à cause des marchés publics, tout comme on peut enrichir un État grâce aux marchés publics. Tout dépend de ceux qui manipulent, au sens noble du terme, les procédures de passation et d'exécution des marchés publics. L'autre défi, c'est vraiment la mise en œuvre effective des décisions du comité de règlement des différends. Lorsqu'il y a un litige, l'ARMP est saisie. Elle rend une décision et il nous faut développer un mécanisme nous permettant de nous assurer de l'exécution correcte de nos décisions. Il y va de notre crédibilité. C'est la même chose avec les recommandations qu'on formule à l'occasion de chaque mission d'audit. Les auditeurs travaillent, ils font le tour des ministères, des sociétés, des établissements publics, ils constatent des manquements. Par la suite, ils formulent des recommandations. Eh bien, il faut que ces recommandations soient suivies des faits pour améliorer, n'est-ce pas, la qualité de notre système de gestion des marchés publics. L'autre défi, c'est la professionnalisation des acteurs. On peut avoir les meilleurs textes de ce monde. Mais tant qu'on n'a pas des acteurs capables de les mettre en œuvre, vraiment, l'effort serait plus ou moins vain. C'est pourquoi, au regard de la complexité du respect des délais, il nous faut développer au niveau de l'ARMP, n'est-ce pas, ces mécanismes voilà, un bassin vraiment de compétences. C'est que dans le domaine du marché public, on tolère certaines approximations. Vous prenez le domaine de mobilisation des ressources. Aujourd'hui, pour être un contrôleur des impôts ou des douanes, il faut aller à l'école, avoir un diplôme, suivre une formation. Mais aujourd'hui, on peut fermer les yeux et nommer n'importe qui DMP, n'importe qui responsable de gestion des marchés publics et passer, n'est-ce pas, les marchés dans des conditions souvent très désastreuses. Donc c'est pourquoi c'est un défi, en tout cas, en tant qu'enseignant, je tiens beaucoup à la formation des acteurs. Et le dernier défi, n'est-ce pas, que j'ai identifié, c'est la question de la dématérialisation. C'est le fait, n'est-ce pas, de se départir, n'est-ce pas, de ces papiers pour transformer pratiquement tous les éléments en fichiers électroniques. Et c'est ça qui permet aujourd'hui de renforcer la transparence et de lutter contre certaines mauvaises pratiques. C'est en vogue. Tous les États, n'est-ce pas, de la sous-région sont en train d'aller dans ce sens et je crois que le Niger va essayer de faire des efforts pour aller dans ce sens. En termes donc de perspective, quelles sont les grandes ambitions de l'ARMP? Alors au niveau de l'ARMP, nous avons défini un certain nombre. Voilà, succinctement, oui. C'est que nous sommes en train de concevoir un plan stratégique quinquennal qui va nous permettre de prendre en charge les principaux défis. J'ai également lancé un audit organisationnel du secrétariat exécutif. C'est cet audit qui va nous permettre d'objectiver les insuffisances et de proposer à qui de droit les réformes nécessaires. L'autre perspective, qui répond pratiquement aux défis qu'on a identifiés, c'est la professionnalisation. Je vais développer un programme de certification, un partenariat avec l'université pour créer au moins un master en passation des marchés publics pour injecter dans les systèmes, n'est-ce pas, une masse critique des spécialistes en passation des marchés publics, améliorer notre offre de formation, mettre en œuvre également les mesures favorables aux petites et moyennes entreprises en particulier et les entreprises nationales en général, puisque dans le nouveau code sur lesquels nous allons y revenir, il y a beaucoup d'innovations en réalité qui intéressent directement les petites et moyennes entreprises en particulier, et les entreprises nationales en général. Nous avons également conçu
un mécanisme de suivi des décisions du comité de règlement des différends et des recommandations des audits. Enfin, nous allons développer vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui une intelligence partenariale avec les centres de savoir, les centres de formation judiciaire pour qu'ils apprennent, n'est-ce pas, à nos cadres comment on instruit un dossier et comment on rédige une décision. Avec la Cour des comptes, un partenariat également pour voir dans quelle mesure elle peut effectivement prendre en charge ce qu'on appelle les fautes de gestion en matière de gestion des marchés publics. Le Conseil d'État, il sera également notre partenaire parce qu'il nous faut avoir une compréhension commune sur les délais de recours et surtout sur les principes fondamentaux sur lesquels nous nous appuyons parfois pour rendre nos décisions et surtout la logique, n'est-ce pas, dans laquelle également nous rendons nos décisions. Un autre partenariat, j'ai toujours pensé avec les barreaux parce qu'il faut qu'on aille vers les barreaux pour qu'ils commencent, si vous voulez, à attaquer nos décisions. Moi, ça ne me gêne pas que nos décisions soient attaquées. C'est un indicateur de performance. Si nous rendons 10 décisions et que ces 10 décisions sont toutes cassées par le Conseil d'État, c'est qu'il y a un problème. C'est que nous ne rendons pas de bonnes décisions. Et c'est également notre partenaire avec la société civile pour qu'il y ait, n'est-ce pas, une bonne compréhension, si vous voulez. Oui. Voilà, pour que la société civile comprenne réellement, parce que souvent il y a des critiques vraiment à tort, pour qu'elle comprenne quelles sont les missions de la RMP, ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire en matière de gestion des marchés publics. Donc voilà un peu les quelques éléments que je tenais à partager. Donc, pour finir, monsieur le secrétaire exécutif, le tout dernier Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant code des marchés publics. Quelles sont les innovations majeures à retenir? Voilà, donc effectivement, nous avons un nouveau décret portant code des marchés publics et son adoption s'inscrit dans le cadre normal d'adaptation des textes aux défis du moment. Et comme on dit, le code des marchés publics est un antivirus et comme un antivirus, il faut le mettre régulièrement à jour. Et ici, l'idée, en tout cas pour le gouvernement, c'était de prendre en compte davantage les exigences communautaires, corriger certains manquements qui ont été relevés lors des missions d'audit et des réunions du comité de règlement des différends. Il fallait également tenir compte des observations qui ont été formulées par les différents responsables de gestion des marchés, parce que nous organisons des sessions de formation à l'occasion desquelles, n'est-ce pas, nous recevons un certain nombre d'observations. Il fallait également tenir compte de ce qu'on appelle les thématiques émergentes et prendre en charge, enfin, les nouvelles orientations du gouvernement. Alors, en suivant, si vous voulez, la chronologie du nouveau décret, on peut insister sur certaines innovations majeures. D'abord, au niveau du champ d'application et de l'objet du code. Une précision a été apportée au sujet des marchés qui sont financés sur fonds extérieurs. Parce que pendant longtemps, on ne savait pas, par exemple, quand un marché est financé par la Banque mondiale et FMI, qui est-ce qui doit faire le contrôle a priori. Alors ici, on a clarifié pour dire que les marchés financiers sur fonds extérieurs seront passés en application du décret portant code des marchés publics, sauf stipulation contraire contenue dans l'accord de financement. Donc si l'accord de financement est muet, c'est la question de la procédure, c'est le code qui sera appliqué. Maintenant, si l'accord de financement s'est prononcé sur la réglementation appliquée, eh bien ça, c'est l'accord de financement qui fait foi. Mais quoi qu'il en soit, lorsque le marché est passé, il est transmis à la DGCMP pour immatriculation. C'est pour éviter, si vous voulez, la double revue. On a également, toujours au niveau du champ d'application, tenu compte vraiment d'une notion qu'on appelle la notion d'achat public. Parce qu'avant, on parlait simplement des marchés en dessous du seuil, au-dessus du seuil, qui seront passés en application du code. Maintenant, pour les autres marchés, pour les autres acquisitions, ils sont passés selon une procédure simplifiée, en tout cas des achats sur simple facture. Maintenant, on a essayé d'encadrer rigoureusement cette notion pour dire que désormais, on consacre la notion d'achat public. Et pour les achats publics dont le montant est supérieur ou égal au seuil, on va définir le seuil par arrêté du Premier ministre, et bien ces marchés seront passés selon les prescriptions du Code des marchés publics. Maintenant, pour le marché, pour les achats, autant pour moi, dont le montant est en dessous du seuil, et bien c'est la procédure de bon de commande. Et même là, on n'a pas laissé comme ça, on avait mis que les modalités de gestion de ces marchés seront fixées par arrêté du Premier ministre. Donc vraiment, l'idée c'était d'encadrer rigoureusement cette procédure.
On a également supprimé une notion qui créait une sorte de zone de non-droit. Parce qu'on a dressé la liste d'un certain nombre d'acquisitions pour dire qu'elles sont exclues du champ d'application du code. Donc c'était voilà, une sorte de zone de non-droit. Mais on a dit non, on ne va plus les exclure du champ d'application, mais on va les intégrer, mais en aménageant une procédure dérogatoire. Et parmi ces marchés qui bénéficiaient, n'est-ce pas, de cette facilité, il y avait le marché passé par nos représentations diplomatiques et consulaires qui n'étaient nullement encadrés. Maintenant, on les a intégrés, n'est-ce pas, sur cette liste de marchés à passer selon la procédure dérogatoire, et même là, les modalités seront fixées par arrêté. Sur un autre point, on a apporté des précisions sur les acteurs qui sont chargés de passer les marchés. Alors, ici, quand vous prenez le droit qu'on a actuellement en vigueur, c'est que les ministres, en réalité, sont plus ou moins, en tout cas formellement, des spectateurs. Parce que la personne responsable du marché, au niveau des ministères, c'est le secrétaire général. Et mais il y a des directions. Oui, c'était une sorte en fait d'aberration. Voilà le ministre qui est le premier responsable de son ministère, mais qui n'a pas la qualité de personne responsable du marché. Alors on avait beaucoup réfléchi sur la question et comme par hasard, on avait regardé dans le projet de directive, parce que l'IMOA est en train de réviser, n'est-ce pas, sa directive, et dans ce projet de directive, effectivement, c'est déjà une pratique dans la sous-région. Moi, je viens du Sénégal. Là-bas, c'est le ministre qui est la personne responsable titulaire du marché. Alors, donc, on a sauté sur l'occasion pour dire que, bon, on va faire la distinction entre la personne responsable du marché principal et la personne responsable déléguée. Donc, le ministre, aujourd'hui, c'est la personne responsable principale. Mais comme il doit approuver le marché, et que l'autorité qui approuve doit être différente de celle qui signe, eh bien, on a prévu la notion de personnes responsables déléguées. Donc, désormais, en tout cas, lorsque ces décrets vont entrer en vigueur, c'est le ministre qui est la personne responsable titulaire, ou bien principale. Maintenant, il délègue. Voilà, il prend un acte formel pour déléguer sa signature à son secrétaire général, à un directeur pour le marché qui relève de sa direction. Mais le tout se fera désormais sous son contrôle. Un autre point extrêmement important concerne le plan de passation des marchés publics. Vous savez, le marché doit être planifié avant d'être passé. C'est un document extrêmement important, mais nous avons organisé à l'ARMP, en collaboration avec la Direction générale du contrôle des marchés publics et des opérations budgétaires, un certain nombre d'ateliers. Et au cours de ces ateliers, on a remarqué, on a relevé beaucoup de légèreté, beaucoup d'approximation dans la conception et l'exécution du plan de passation des marchés publics. Or, cette légèreté est à l'origine, en réalité, des urgences qu'on invoque souvent pour passer les marchés selon des procédures dérogatoires. Cette approximation est également à l'origine, à la réalité, du faible niveau de consommation des crédits. Eh bien, on a réitéré l'obligation, effectivement, de concevoir un plan de passation des marchés publics, mais on a insisté sur la nécessité pour les autorités contractantes de concevoir un plan réaliste et rigoureux, parce que, désormais, l'autorité ne sera autorisée à modifier son plan de passation des marchés publics 3 fois dans l'année. Alors qu'avant, voilà, il y a plusieurs modifications que les autorités font. Donc c'est ça qui va permettre certainement aux autorités de faire une bonne planification, une bonne évaluation de leurs besoins, parce qu'on a également introduit la notion de l'offre anormalement basse. Il ne suffit pas pour un candidat de proposer le prix le plus bas pour être tout de suite attributaire du marché. Non, il suffit, n'est-ce pas, il faut que l'autorité évalue, compare le prix avec ce qu'elle a prévu dans son budget et le prix proposé par les autres candidats. Sur les procédures dérogatoires, et c'est là où le gouvernement de la République du Niger a fourni vraiment un effort qui mérite d'être souligné, parce que lors de la dernière réunion de l'Observatoire régional des marchés publics, il a été demandé aux États d'encadrer rigoureusement ces 2 procédures dérogatoires qu'on appelle l'appel d'offres restreint et l'entente directe. Et le Niger, je peux vous assurer, est le premier pays aujourd'hui à avoir mis en œuvre cette recommandation forte de la commission de l'IMOA. En quoi faisant? En disant désormais, les autorités contractantes, vous avez la possibilité de passer des marchés par appel d'offres restreint. Mais le seuil maximal des marchés susceptibles d'être passés selon cette procédure ne doit pas dépasser 5% des marchés annuels.
C'est la même chose avec les ententes directes. Oui. Une procédure qui a une forte connotation péjorative. Pourtant, elle est légale, c'est prévu par les textes. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons supprimé la distinction entre les ententes directes avec mise en concurrence, qui est une aberration, qui n'existe nulle part, et les ententes directes sans mise en concurrence. Désormais, toutes les ententes directes seront passées sans mise en concurrence, parce qu'on a redéfini, et c'est ce qui est conforme en réalité aux dispositions de l'article 38 de la directive 05. Seulement, là également on a encadré pour dire, les autorités, vous avez la possibilité de passer des marchés par entente directe, mais le nombre total de marchés par entente directe à passer par autorité ne doit pas dépasser 5% du nombre total de marchés. Et là, on a mis en place un mécanisme pour surveiller. L'autre élément important de la réforme, c'est que là également, il est important de le dire, alors que la directive de l'IMOA, la directive 045, exclut du champ d'application, de son champ d'application, les marchés secrets de défense, eh bien le Niger a décidé de rapporter les fameux décrets 2013-570. Qui est relatif au marché passé par le certain nombre de ministères de souveraineté, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur. Ces décrets est rapporté. Et ces dispositions sont ramenées dans le Code des marchés publics. À mon avis, c'est vraiment une volonté affichée par l'État, malgré, donc, je l'avais dit, les dispositions de l'article 9 de la directive de l'IMOA. L'idée est vraiment de tenir compte de toute la polémique engendrée par son application. Donc, c'est d'instaurer des procédures dérogatoires dans le Code. Donc, on a ramené ça dans le Code, mais on a institué, n'est-ce pas, des procédures dérogatoires qui vont être mises en œuvre sous le contrôle strict, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'organes. Donc, on a renforcé à ce niveau le contrôle. Une autre innovation majeure, c'est le renforcement du contenu local des marchés publics. Il fallait tenir compte des produits locaux, de certaines franges de la société, notamment les femmes et les jeunes, certaines catégories d'entreprises. Et c'est pourquoi plusieurs innovations ont été introduites à ce niveau. Des modalités de garantie de soumission seront favorables en tout cas aux PME, seront fixées par arrêté du Premier ministre. Il y a des mesures préférentielles. Un pourcentage, n'est-ce pas, des marchés doit être désormais réservé aux petites et moyennes entreprises. En cas de sous-traitance, on va faire obligation aux autorités contractantes de recourir prioritairement à des PME jeunes ou bien à des PME de droit nigérien ou bien de droit communautaire. Au stade même de l'évaluation des besoins, de l'évaluation des offres, là également, il y a un certain nombre d'allègements qui ont été apportés. L'idée, je vais terminer par là, est de créer les conditions favorables à l'accès des PME en réduisant les obstacles. Mais il faut tout de même protéger les autorités contractantes contre certaines défaillances. Et c'est tout ce que peut faire l'ARMP. Maintenant, il appartient aux entreprises qui ont vu un peu les conditions allégées de se battre pour se maintenir dans le système. En quoi faisant? En exécutant correctement les prestations et dans les délais, en cherchant à avoir les moyens techniques, parce qu'il ne suffit pas vraiment d'avoir un NIF et un numéro du registre du commerce pour se lancer à la recherche, n'est-ce pas, des marchés qu'on ne pourrait pas exécuter par la suite. Il faut également que ces entreprises nationales cherchent à se spécialiser. Moi, parfois, quand je reçois des demandes d'agrément, vous verrez sur la liste, l'entreprise fait tout. Finalement, elle est spécialisée en quoi? Ou bien dans quel domaine? Donc, très bien, monsieur le secrétaire exécutif, docteur Issoufou Adamou. Je rappelle que justement, vous êtes le secrétaire exécutif de l'Agence de régulation des marchés publics. Merci pour tous ces éclaircissements et restez avec nous pour la suite de ce jour. Merci beaucoup de cette opportunité que vous m'offrez. L'épineux problème sécuritaire dans la région de Difa, au centre des préoccupations du gouverneur Issa Lemine, était hier dans le département de Ménesora, en compagnie des responsables des forces de défense et de sécurité pour la tenue du Conseil régional de sécurité. Une réunion au cours de laquelle tous les sujets relatifs à la sécurité ont été évoqués. Maya Maketa, Abdraman Majiri. En partance pour Ménesoroa, commune retenue pour le Conseil régional de sécurité, le gouverneur Issa Lemine, qui accompagne les responsables régionaux des forces de défense et de sécurité, a marqué un arrêt à Gargada, village situé à environ 30 km de la ville de Difa.
Pour rappel, ce village a été le théâtre des attaques ces 2 derniers mois. À Ménesoroa, en présence des responsables régionaux et départementaux des forces de défense et de sécurité et les autorités administratives et coutumières de la dite localité, le gouverneur a décliné l'objectif de la délocalisation du Conseil régional de sécurité. Il s'agit à travers cette initiative du gouverneur de discuter avec les autorités du département ainsi que les responsables des différentes unités en présence de leur hiérarchie sur la question sécuritaire dans cette zone. Une initiative saluée et appréciée par les différents intervenants qui n'ont pas manqué de présenter la situation sécuritaire de leur localité. Au nombre des problèmes relevés, l'insuffisance des moyens de communication, les moyens logistiques et roulants, la dotation en ambulance, les menaces, les points d'infiltration et de simulation déjà répertoriés. Des propositions et suggestions ont été également faites par la hiérarchie, notamment l'harmonisation, la vision, la coordination et la mise en synergie d'action des différents corps des forces de défense et de sécurité. Très attentif aux différentes interventions, le gouverneur se prononce. Il faut s'organiser avec ce qu'on a, s'armer de courage et de se faire une bonne stratégie. La bonne stratégie, donc, c'est de mutualiser les moyens. Sincèrement parlant, sans renseignement, sans un travail intelligent, approfondi, on ne peut pas combattre l'ennemi. Il faut que les positions coordonnent et il faut qu'il y ait de l'efficacité. Issa Lemine a conclu en remerciant et encourageant les éléments des forces de défense et de sécurité avant de rappeler la responsabilité de chaque acteur de la chaîne qui a une obligation de résultat pour atteindre l'objectif, celui de combattre et anéantir l'ennemi pour la tranquillité du pays. Les questions des inondations dues à la crue exceptionnelle de la Komadougou-Yobé étaient cette fois-ci ce matin au centre d'une réunion présidée par le gouverneur de Difa, de la région de Difa. La réunion a regroupé les représentants des agences du système des Nations Unies et les cadres régionaux de l'administration. Ben Youssouf Abdelaziz, Abdraman Majiri. Une rencontre de concertation présidée par le gouverneur de la région a regroupé tous les représentants des agences du système des Nations Unies, les cadres régionaux de l'administration, les projets ONG et associations socio-professionnelles intervenant dans la région en vue de discuter et échanger sur les mesures urgentes à préconiser pour apporter une réponse immédiate à la crue exceptionnelle de la Komadougou-Yobé. Cette rivière qui faisait jadis la fierté et le bonheur des populations riveraines pour la production agricole et la pêche a fait cette année aussi son trop-plein en inondant tout sur son passage. Des villages entiers, des milliers de champs de rizières et plusieurs quartiers de la commune urbaine de Difa sont sous la menace. Vu l'ampleur de la situation et l'urgence qui s'impose, le premier responsable de la région, Issa Lemine, a convoqué très tôt ce matin tous les acteurs humanitaires, les autorités, les chefs coutumiers et les services techniques pour des mécanismes de gestion et de prévention des crises et catastrophes pour contenir ces phénomènes des inondations, faisant plusieurs sans-abri et des sinistrés. À la date d'aujourd'hui, 120 ménages sont sinistrés selon un sondage de OCHA en région. 11 000 déplacés sont aussi sinistrés, 29 chefs de famille touchés par les sinistres. À la date d'hier, 6 communes sont impactées par ces inondations. Ce cri de cœur a déjà eu une réponse par certains acteurs humanitaires, tels que la Croix-Rouge luxembourgeoise, pour 300 abris et de biens non vivants. Cette rencontre de concertation du gouverneur a permis à plusieurs acteurs de se prononcer en vue d'apporter aide et assistance aux populations sinistrées, à savoir OIM, le mouvement de la Croix-Rouge, CRS, le PAM, WHH, le HCR et plusieurs autres projets ONG intervenant dans la région. Activité des partis politiques à présent, le président d'honneur du PNDS Taria, section de Madawa, a remis aux autorités départementales un lot de 300 tables bancs au profit des élèves de la dite localité. Un don qui vient réconforter les parents d'élèves au début de cette rentrée scolaire 2022-2023. Lawali Moutari, Manessa.
Le Parti national pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya, soucieux et désiré du bien-être collectif, ne cesse de se démarquer à travers ses multiples et nobles actions au profit des populations dans les différents secteurs clés du développement. C'est ce que le fervent cadre du parti, à savoir le président du PNDS section du département de Madawa, El Haji Aminou Ibrahim Sodangui, vient de concrétiser une fois de plus. En effet, ce sont au total 300 tables banques que ce généreux donateur a bien voulu mettre à la disposition des autorités du département de Madawa au début de cette rentrée scolaire 2022-2023. Un geste très symbolique qui prouve l'attachement de cet homme philanthrope aux idéaux du président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, qui prône le secteur éducatif, gage du développement d'un pays. Et le devoir pour nous tous, chacun à son niveau, de fournir l'effort nécessaire afin que notre école retrouve ses lettres et soit à même de garantir un enseignement de qualité. Pour ce faire, il devient plus nécessaire d'accompagner les efforts de l'État du Niger. C'est dans cette optique que nous sommes aujourd'hui ici. Après la remise officielle, les parents d'élèves, autorités éducatives et coutumières n'ont pas manqué de remercier El Haji Aminou Ibrahim Sodangui pour cette initiative qui vient motiver les élèves dans la quête du savoir. Plusieurs militants d'autres formations politiques ont adhéré hier au PNDS Tareya, c'est dans le 4e arrondissement à Zender. À l'occasion, une cérémonie a été organisée pour accueillir ces nouveaux militants. Nana Balkissa Kader, Laouli Ousseini. Ils étaient nombreux, militants et sympathisants de plusieurs partis politiques qui ont adhéré au Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya à travers ce meeting d'adhésion hier à midi dans le 4e arrondissement communal de Zender. Adhésion qui a enregistré la présence du président régional par intérim de la fédération PNDS Tareya Inoussa Oumarou, du coordinateur régional Maman Waziri, celui de la coordination Ville de Zender et certains responsables de la coordination et délégation. Déclarant leur soutien au PNDS, le conseiller Ismail Harou a souligné que leur choix n'est pas fait par hasard ni par opportunisme, mais plutôt à reconnaissance des efforts consentis par les plus hautes autorités de ce pays, au premier rang desquels son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État. À compter d'aujourd'hui, je suis votre ferme militant. Comptez sur nous et je ne vous décevrai jamais. La population du Milik ne décevra jamais, Inch'Allah. Régi et fort satisfait de ce qu'ils viennent de vivre, c'est de Karagou Makira aussi, à travers cette déclaration lue par Issoufou Mustafa, a saisi l'occasion pour revenir en profondeur sur les raisons de leur adhésion au PNDS Tareya, le Parti Rose. Pour leur part, dans leurs interventions respectives, le président de la délégation PNDS Tareya 4e arrondissement, El Haj Lol Kaskader, le président de la coordination PNDS Tareya Ville de Zender, El Haj Kadri Midawa, et le président régional par intérim de la fédération PNDS Tareya Inoussa Oumarou, ont souhaité la chaleureuse bienvenue à ces militants et sympathisants au sein du PNDS et promis qu'ils seront leur porte-parole auprès des plus hautes autorités de ces pays pour leur doléance. Nous réformons cette édition sur un mot de sport. Le samedi 8 octobre prochain, l'AS Nigelec sera opposé au Raja de Casablanca au stade général Séni Kounché. Dans la perspective de cette rencontre qui rentre dans le cadre du second tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF, le président de l'association des supporters du MENA a animé un point de presse cet après-midi. Abdou Rafa a appelé à la mobilisation de tous les supporters pour soutenir le représentant du Niger dans cette compétition. Abdelaziz Issaka Bachir Rabo. Animé par le président de l'association des supporters du MENA et celui des supporters de l'université Abdou Moumouni de Niamey, cette sortie médiatique entre dans la perspective du match qui opposera l'association sportive de la Nigelec, club représentant le Niger à la Ligue des champions de la CAF, au Raja de Casablanca le samedi 8 octobre 2022
au stade général Séni-Kounché de Niamey. Il ressort clairement de ce point de presse l'engagement et la détermination des supporters à accompagner les électriciens à la victoire dans cette rencontre de football qui les opposera au mythique club africain, le Raja de Casablanca. C'est un devoir pour nous, parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes des supporters du MENA, mais c'est une question nationale. Ça concerne le Niger, parce que quand on va afficher sur le tableau d'affichage,